Walter est seul, abandonné dans la zone de la mort. Ce 30 juillet 1953, l'alpiniste se trouve au-delà de 7500 mètres d'altitude, où l'oxygène est rare. Avec son porteur, Maddy, ils se sont réfugiés sous un abri rocheux, et pas n'importe où, au K2, situé à l'ouest de l'Himalaya. Il fait nuit noire, impossible de redescendre au camp de base. Les deux hommes vont devoir bivouaquer, sans équipement. Les maths. Est-ce que je vous ai manqué? Oui, je suis de retour, ça y est, je reviens bien. Bon, vous attendez pas à la régularité de ma part, hein. N'ayez pas de faux espoirs. Cependant, je reviens bien. Et pour des choses qui, selon moi, sont cool. Donc je vous suggère de rester un minimum branché, connecté, afin que quand je reviens, vous puissiez voir ce qui sort. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va super. Je suis en forme. On ouvre la saison 2 de vidéos sur YouTube. Et on ouvre avec ce concept que j'avais tenté l'an dernier, en mode essai, et qui, bien que pas fou non plus, avait un truc. Il y avait un truc à faire. Donc j'ai étudié plus la chose, et je vous propose donc ce concept que j'ai envie d'installer, un peu en mode série sur cette chaîne. On va pas perdre plus de temps, cette mini intro est déjà bien assez longue comme elle est. Donc bienvenue dans la première saison des Destins d'Alpinisme. Et pour ce tout premier épisode, j'avais envie de vous parler de l'homme qui, au fil du temps, des années qui se sont écoulées, on a fini par surnommer la légende italienne. Allons-y pour vous raconter l'histoire de Walter Bonatti. Bon, j'ai commencé l'épisode avec une petite introduction pour vous mettre dans le bain dès le début. Pourtant, bien que les situations n'étaient pas folles non plus, car bivouaquer sans équipement dans des abris rocheux et surtout sur les pentes du K2, le K2 étant la montagne la plus meurtrière de la planète, pour vous donner une idée, son taux de mortalité est de 21,7%. Quand vous comparez à celui de l'Everest, qui est, je le rappelle, la plus haute montagne du monde, l'Everest, son taux de mortalité n'est que, je mets des guillemets, de 4%. Ridicule donc, à côté de son compère le K2. Comme quoi, on peut être moins grand que ses collègues et être tout autant, voire plus mortel. Mais ce n'est pas le sujet. Non, le sujet ici, c'est que Walter et son collègue Maddy vont devoir bivouaquer, donc passer la nuit, sur le K2. On imagine assez bien qu'ils n'ont pas dû être trop heureux de faire ça. Pourtant, l'expédition avait plutôt bien commencé. L'homme de 24 ans fait partie d'une équipe italienne qui s'apprête à conquérir le sommet de la deuxième plus haute montagne du monde. On parle donc bien évidemment du K2. Par la voie surnommée l'éperon des Abruzzes. Fidèle équipier, Walter porte avec lui les bouteilles d'oxygène qui doivent aider ses équipiers, Compagnoni et Lacedelli, à gravir les 100 derniers mètres. Et malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Nous sommes le 30 juillet. Compagnoni et Lacedelli partent pour installer le dernier camp de base, servant à se reposer avant d'entamer l'ascension finale, à une altitude d'environ 7900 mètres d'altitude, comme convenu la veille. Bonatti et un de ses coéquipiers redescendent eux à 7400 mètres d'altitude, pour récupérer les bonbonnes d'oxygène vitales, pour survivre à cette altitude. Bonbonnes abandonnées la veille, redescendues afin de les remplir, pour par la suite les remonter, afin qu'elles soient utilisées par les futurs vainqueurs du sommet. Bonatti et ses collègues sont dans le même temps rejoints par Maddy et un de ses coéquipiers. Bonatti et Maddy, les plus en forme, mettent sur leurs épaules les lourdes bonbonnes, tandis que les deux autres se chargent de porter les vivres. Après une pause, mais surtout une longue ascension, les alpinistes partent en direction du dernier camp de base, mais ne le trouvent pas, à l'endroit qui avait été convenu. En fait, ce qui ne se passe déjà, c'est que nos deux hommes de tête, Compagnoni et Lacedelli, sont arrivés en avance par rapport à leurs horaires estimés, à l'endroit où ils devaient établir le camp de base en question. Ils ont regardé pour voir s'il y avait des gens, et non, ils n'en ont pas vu,
Et donc ils se sont dit, oh, il y a personne qui suit, tu crois pas qu'on pourrait aller plus haut? Il y avait un programme assez millimétré, mais bon, pas grave. Bonatti et Maddy parviennent à communiquer avec Compagnoni et la Lacedelli, en criant dans le but de se faire guider. Bon, c'est déjà pas la meilleure situation de crier pour communiquer, surtout en montagne. Mais tu me diras, c'est mieux que rien. Les porteurs de l'oxygène suivent les traces, mais l'un des trois est épuisé et doit se résoudre à redescendre. Il ne reste donc plus que Bonatti et Maddy, qui pendant plusieurs heures ne parviennent plus à communiquer avec les deux hommes de tête. Bonatti et Maddy continuent de grimper en direction du dernier camp, mais ce dernier ayant été installé plus haut que ce qui avait été convenu, bah ouais, merci les collègues, ils ne parviennent pas à l'atteindre avant la tombée de la nuit. Jusque-là, on était sur des problèmes plutôt safe. On n'a pas de radio, les autres vont plus vite et plus haut que prévu. Bon, pas grave. On crie, on communique, et on avance. Mais là, à tout ça, un problème est en train de s'ajouter. La nuit tombe. Je vous rappelle qu'on est quand même à 8100 mètres d'altitude. Là-haut, il n'y a pas de radiateur. Ça me fait rire à dire parce que je me doute que vous vous en doutez. Mais déjà qu'en journée, la météo est capricieuse en montagne, mais là, on arrive à la nuit. C'est dangereux, mortellement dangereux, de rester en montagne de nuit. Donc je résume la situation. Les gars sont sur le K2, ils sont fatigués, il y a de moins en moins d'oxygène, la nuit arrive, la situation n'était pas favorable, elle s'apprête à devenir extrême. Lorsque la nuit tombe, Bonatti et Maddy se retrouvent sur une pente glacée, raide, en dessous d'une face rocheuse, qui sera plus tard connue sous le nom de bottleneck. Et ils ne sont plus en mesure ni de continuer, ni de reculer, car ils n'ont plus de lumière du jour. Ils se mettent à crier de toute leur force, dans l'espoir d'être entendus par les deux hommes de tête. Ce qui se produit. La Lacedelli finit par les entendre. Il signale donc sa position grâce à sa lampe torche, et découvre ainsi qu'ils sont de l'autre côté d'un dangereux passage impossible à traverser dans l'obscurité. C'est cool, hein, comme situation. Ah là, t'es content quand t'es dans ce genre de cas. Et là, t'as la Lacedelli qui leur dit de laisser les bonbonnes afin de redescendre, car de toute façon, ils ne pourront pas aller plus loin. Mais Bonatti lui répond que Maddy est incapable de redescendre. Malheureusement, il y a un souci dans la communication entre les deux alpinistes, un souci qui fait croire à la Lacedelli que Bonatti et Maddy se mettent à redescendre. Ce qui l'amène lui à rentrer dans sa tente, n'entendant plus leurs appels à l'aide. Les deux hommes, Compagnoni et la Lacedelli, situés à plus de 8100 mètres d'altitude, abrités dans leur tente, ne répondent plus aux appels désespérés de Walter. Walter et Maddy passent la nuit du 30 au 31 juillet, dehors, dans un abri de 60 cm, creusé dans la neige, avec des piolets, sans tente, ni sac de couchage, dans la zone de la mort. Plutôt cool comme soirée pyjama, vous ne trouvez pas? La nuit durant, les conditions s'aggravent par une tempête qui se déclenche. Maddy est dans un état second. Walter doit le retenir à plusieurs reprises pour l'empêcher de tomber dans le ravin. Les deux infortunés luttent contre le froid et la peur. Et par chance, ils survivent. À l'aube du 31 juillet, vers 4h30, Maddy commence à redescendre avec ses pieds et mains gelés, malgré la recommandation de Walter d'attendre le lever du soleil. Il parviendra au camp vers 5h30. Vers 6h, Bonatti commence à redescendre à son tour et parviendra au camp vers 7h30. Compagnoni et la Lacedelli partent du dernier camp vers 6h30, rejoignent le bivouac de Bonatti et Maddy afin de récupérer les bouteilles d'oxygène avant d'entamer l'ascension finale. À 18h, les deux hommes atteignent le sommet du K2, culminant à 8611 mètres d'altitude. Sauf que même si l'histoire se termine bien à ce moment-là, en réalité, quelque temps plus tard, un mensonge va naître. Et c'est ce mensonge qui fait qu'il fallait que je vous raconte, quasiment avec les détails, toute cette ascension.
pour que vous puissiez comprendre les situations en question, et qu'ainsi vous puissiez vous rendre compte de la monstruosité qui va se produire après cet exploit, et qui va marquer Walter profondément. En effet, Walter va être accusé, pendant longtemps, d'avoir consommé de l'oxygène des bouteilles qu'il apportait, qui étaient destinées aux 2 hommes de tête. Le mensonge serait qu'étant donné que les 2 hommes de tête aient cru comprendre que Bonatti et Maddy allaient redescendre, ils sont retournés dans leur tente, forçant Bonatti et Maddy à un bivouac sans équipement de protection devenu légendaire. Et donc il se dit que Bonatti aurait consommé les bouteilles d'oxygène par manque de quantité suffisante pour survivre. Bonatti passera plusieurs années à tenter de démentir ce mensonge, au début de vive voix, puis il n'aura plus envie d'élever sa voix pour ça, mais plutôt de l'écrire. Ce mensonge a été créé de toutes pièces par les 2 Sumiters. Jaloux qu'avec cette survie de bivouac légendaire, Walter ne leur vole la vedette. C'est vrai que survivre à un bivouac pareil tient presque du miracle, et donc forcément c'est un exploit incroyable. Mais leur exploit de l'ascension du K2 aussi est incroyable. Il n'y avait pas à avoir peur. Bonatti perd confiance en l'humanité, et n'aura de cesse de vouloir rétablir la vérité pendant des décennies. Et on le comprend. La preuve irréfutable du mensonge finit par sortir en 1993, sous forme de 7 photos qui montrent Compagnoni au sommet du K2. Et on note qu'un masque à oxygène lui recouvre le visage, ce qui prouve qu'ils avaient bien de l'oxygène avec eux. Walter sera finalement réhabilité par le club alpin italien. Cette trahison est une souffrance terrible pour le jeune prodige italien. Avant qu'on ne continue, j'aimerais qu'on reparte un peu plus loin dans le temps, pour essayer de le découvrir, de le connaître, de le comprendre un peu plus. Parce que là, je vous ai raconté l'histoire de son rôle dans l'ascension du K2. Mais lorsqu'il vit cette histoire, il n'a que 24 ans. Walter Bonatti, né le 22 juin 1930, est un alpiniste. Ça vous vous en doutiez, guide de haute montagne, journaliste et photographe. Voici une de ses photos. Enfant, il était fasciné par les cordées grimpant les aiguilles proches de chez lui. Un jour d'août 1948, un grimpeur, Elia Ferraresi, lui propose de l'accompagner. Et cette première escalade l'enchante. C'est le début d'une passion. À peine 1 an plus tard, il affronte déjà des itinéraires prestigieux, comme la face ouest de l'Aiguille Noire de Petré, l'éperon Volcker dans les Grandes Jorasses. Il fait ses preuves par des itinéraires pas dégueux du tout. En 1951, il accomplit une première dans le massif du Mont Blanc, la face est du Grand Capucin, avec Luciano Zico, après qu'ils y aient renoncé tous les 2 1 an plus tôt, pour cause de mauvais temps dans la paroi. Au retour des 2 alpinistes, Gaston Rebuffa définira cette ascension comme le plus grand exploit en rocher accompli à ce jour. Un exploit dont l'alpinisme italien peut être fier. Pendant l'année 1953, il réalise plusieurs itinéraires au Lavaredo dans les Dolomites. Il obtient ensuite son brevet de guide et s'installe à Courmayeur. Par la suite, les choses vont s'installer et vont l'amener à avoir la chance de participer à l'ascension du K2. Ce drame personnel, et oui je parle bien évidemment du K2, l'Italien va trouver le moyen de le surmonter grâce au Dru. Au lieu de l'alpinisme de la vallée de Chamonix, le pilier sud-ouest du Dru est une paroi verticale de granit ocre réputé imprenable. Un exploit impensable à l'époque. Et pourtant, vous le sentez venir que Walter ne va pas laisser passer sa chance de réaliser l'un des plus gros exploits de l'époque. 1 an après le drame du K2, Walter se retrouve au pied de ce contrefort, de haut de 700 mètres. 700 mètres! Ça fait plus de 2 fois la tour Eiffel! C'est pour vous imaginer le truc. Et puis c'est de l'escalade, à la fois dans la roche et la glace. Donc l'idée est assez folle, même pour vous et moi encore aujourd'hui. C'est impensable. Et dites-vous qu'à l'époque,
l'équipement n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc encore plus impensable. Équipé de 79 pistons, 15 mousquetons, de quelques échelles de corde, d'un manteau et d'un piolet, Walter s'élance. Dès le début, l'alpiniste joue de malchance. Dans son sac à dos, un python a percé son réchaud. Ça, c'est pas de peau quand même. Pourtant, il ne renonce pas. Il progresse lentement car ses mains le font souffrir. Le 4e jour, Walter est piégé. La paroi est entièrement lisse. Aucune fissure pour l'aider à se hisser. Pour déjouer ce piège, l'alpiniste finit par adopter une technique hasardeuse. Avisant les rochers au-dessus de lui, Bonatti prépare une boule de nœud et lance son grappin de fortune au lasso vers le haut pour s'assurer une prise. C'est complètement taré. Et c'est un échec. Mais il réessaye. Et il réessaye. Et après plusieurs tentatives, l'alpiniste réussit enfin à s'amarrer. Il a quand même un moral, ce gars. Une détermination. Pouah. Yes, super! Bravo, Walter! Mais le nœud tiendra-t-il le choc? C'est un pari très risqué, car sous les pieds de Walter, c'est le vide. Heureusement, son ingéniosité a fonctionné. Et il arrive à dépasser cet obstacle qui aurait pu lui coûter la vie. Quelle audace! Le mec est d'une audace. Mais il a du courage. Ça, c'est indéniable. Grâce à ce système de pendule, l'alpiniste parvient à rejoindre une zone plus confortable. 2 jours plus tard, ça y est, Walter atteint enfin le sommet. Après 6 jours et 6 bivouacs, des pendules incroyables et une volonté de titan, Walter a ouvert la voie la plus directe et la plus belle sur le Petit Dru. Ce jour-là, l'Italien entre dans la légende. La voie qu'il a tracée portera même son nom, le Pinier Bonatti. Grâce à son ascension, il a défait son nom intérieur. Une belle voire une magnifique revanche, après l'expérience traumatisante du K2. Par la suite, Bonatti réalise d'autres exploits comme au Gasherbrum 4, à vos souhaits, puis tire ses références dans son dernier solo hivernal, en face nord du Cervin, à seulement 35 ans. Mais Walter a d'autres envies. Il n'aime pas ce qu'est devenu l'alpinisme. La compétition ne l'intéresse pas. Pour lui, ce qui compte ne sont pas les muscles, mais la conquête de soi-même. Affronter seule la nature dans ce qu'elle a de plus rude m'a habitué avant tout à prendre mes décisions seul. Cela m'a appris à les mesurer à mon aune personnelle et à les payer, comme il est juste, au péril de ma vie. Écrit-il dans son autobiographie « Montagne d'une vie ». Message vous auriez envie de délivrer aux jeunes générations d'alpinistes? De faire tout ce qu'il veut faire, mais dans la dimension humaine, et que la conquête plus grande, c'est la conquête intérieure, celle de l'âme, pas des muscles. À travers les muscles, on peut arriver à l'âme, mais pas rester seulement sur le muscle. En 2005, le pinier auquel Bonatti avait donné son nom s'effondre à cause du réchauffement climatique. Et évidemment, c'est triste, bien sûr, de voir disparaître ce qui représentait physiquement un tel exploit. Mais l'histoire l'a retenu. Et c'est ça qui est le plus important. C'est qu'on le garde en mémoire. D'ailleurs, les livres et la légende de Bonatti sont là, pour accomplir ce rôle, d'entretenir sa légende. Et bien sûr, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez les trouver. Il y en a plein. Je vous mets également les liens que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. En conclusion, écoutez, moi j'aime beaucoup cette histoire car Walter nous a montré qu'on pouvait avoir des collègues dégueulasses,
et montrer qu'on vaut quand même la peine de faire partie de l'histoire de la discipline dans laquelle on évolue. Et il l'a montré d'une très belle manière, je trouve. J'ai voulu ouvrir cette première saison des destins d'alpinisme par cet épisode sur Walter, car outre le fait que ce soit une véritable légende de l'alpinisme, il y a aussi le fait malheureux qu'il y a 11 ans, presque jour pour jour, Walter est décédé. Il est mort le 13 septembre 2011. Donc vraiment il y a 11 ans, quasi jour pour jour. Et je trouvais important, c'était important pour moi, de commencer cette série avec cette vidéo qui est, en quelque sorte, mon hommage à ce grand homme, qui a réalisé de grands exploits d'alpinisme. Voilà donc Walter, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes une des plus grandes légendes de l'alpinisme, il n'y a aucun doute là-dessus. J'espère que ce destin d'alpinisme vous aura plu, je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à bientôt. La bise.